En France, en 2026, l'injonction à la parentalité persiste. La France est en mal de bébés. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé. Proposition choc pour relancer la natalité. Pour permettre justement ce réarmement démographique. J'ai l'image de Macron qui sort de ma boîte aux lettres pour me dire « Attention, c'est votre période d'ovulation !» Cette pression sociale, elle est souvent mise sur le dos des femmes, mais pas toutes les femmes. On pose très souvent la question aux femmes trentenaires alors, quand est-ce que tu as des enfants? L'horloge biologique tourne, et nous, personnes handicapées, on ne pose jamais la question. Tout comme on ne m'a jamais instinctivement posé la question de si j'avais un copain ou une copine, on ne m'a non plus jamais posé la question de si je voulais des enfants. Mais alors, pourquoi une telle différence de jugement? Les femmes handicapées n'ont-elles pas le droit de devenir maman elles aussi? Si vous devez retenir un texte, c'est la Convention internationale des droits des personnes handicapées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2006. Dans l'article 23, la Convention est très claire en matière de droits reproductifs. Les personnes handicapées ont le droit de se marier, de fonder une famille, de décider du nombre de leurs enfants et de l'espacement des naissances. Exactement comme tout le monde. Cette convention, elle a été signée par la France en 2007 et ratifiée en 2010, ce qui entraîne une obligation juridique pour l'État. D'un côté, effectivement, on sait qu'on a des droits. Et d'un autre côté, j'ai envie de te dire, il y a une telle toute-puissance, notamment de la part du corps médical, qu'on sait que ces droits ils vont être très très difficiles à faire appliquer. Devenir maman quand on est handicapé, c'est ce qu'on appelle l'handimaternité. Et c'est un point central de la lutte handiféministe. On va s'interroger sur les expériences de vie des femmes handies en prenant en considération à la fois ce qu'elles vont vivre d'un point de vue validisme, donc toutes les violences validistes vécues au quotidien, mais aussi d'un point de vue du sexisme. On est dans une approche un peu de convergence des luttes en se questionnant sur quelles sont les situations précises qui vont arriver à ces personnes, qui ne sont pas des situations qui vont arriver aux femmes valides, qui ne sont pas des situations qui vont arriver aux hommes handicapés. Le validisme, c'est une notion très importante quand on parle de handicap. Pour faire simple, c'est le mot qu'on utilise pour parler des discriminations à l'égard des personnes handicapées. Quand on parle de validisme aussi, on dit souvent que la société elle est construite par les personnes valides, pour les personnes valides. Et dans le champ de la maternité, c'est la même chose en vérité. On parle souvent des parents qui ont un enfant en situation de handicap. Mais la situation inverse est bien moins documentée. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé de chiffres sur le nombre de mamans en situation de handicap en France. Mais alors, pourquoi la maternité des femmes handicapées est-elle un impensé total? Eh bien, il y a deux raisons principales. Aujourd'hui encore, dans les couples hétéronormés, c'est principalement la femme qui s'occupe des enfants et les éduque. C'est sur elle que repose quasiment toute la charge mentale liée à la famille. Des gens, ils visualisent la bonne mère un petit peu comme Brie Van de Camp, tu vois, dans Desperate Housewives au début de la série. Cette femme qui est parfaite, avec un intérieur parfait, qui fait des goûters maison à ses enfants. Why can't we ever have normal soup? Danielle, there is nothing abnormal about basil puree. Donc il y a tout un côté, une énorme pression sociale, déjà vis-à-vis des femmes valides. Et vis-à-vis des femmes handicapées, j'ai envie de dire que c'est encore pire. Si la mère est empêchée dans ce rôle de nourrir son bébé, faire le ménage de la maison, accompagner ses enfants à l'école, etc., de toute manière, elle ne pourra pas avoir d'enfants, parce que si elle ne fait pas ces tâches-là, ce n'est pas une mère à part entière. Et ça, je pense que c'est un poids qui ne pèse pas sur les hommes. Les hommes, quand ils accomplissent ces tâches, ce sont des pères exceptionnels. La deuxième raison, c'est la peur des médecins, de la famille et parfois des parents eux-mêmes que la maman transmette son handicap à son enfant. C'est ce qu'on appelle l'eugénisme. Ce terme, il a été créé à la fin du 19e siècle par le Britannique Francis Galton pour désigner la science et la politique visant à améliorer les qualités des groupes humains en contrôlant la procréation. Dans la question du handicap, ça va être par exemple dans le cas des handicaps qui sont génétiques, donc qui peuvent se transmettre, de sélectionner les embryons des naissances pour pas que le handicap se reproduise. Ça peut aussi être d'empêcher certaines femmes handicapées d'avoir des enfants. Moi, ce que j'observe dans mon travail, c'est qu'il y a encore beaucoup de personnes qui prescrivent automatiquement des contraceptifs, notamment à des personnes avec des troubles du développement intellectuel, en partant du principe qu'il ne faut pas que cette population ait des enfants. Donc là, on est vraiment sur une discrimination qui est intersectionnelle parce qu'on contracepte de force les femmes avec des déficiences intellectuelles, pas les hommes. Et la contraception peut prendre une forme définitive quand il s'agit d'une ligature des trompes. En France, pour les personnes sous tutelle ou curatelle, la stérilisation est encadrée par la loi. L'intervention ne peut être pratiquée que sur les personnes majeures et uniquement quand les autres formes de contraception ne peuvent pas être mises en place. Si c'est possible, il faut obtenir le consentement éclairé de l'adulte concerné et la décision finale revient ensuite à un juge et à un comité d'experts. Moi,
Moi, ce que j'observe, c'est quand même des grands conflits de loyauté et le fait que la plupart du temps, les personnes ne connaissent pas leurs droits. Et quand quelqu'un de confiance, la famille ou un médecin leur dit tu peux pas avoir d'enfant ou il ne faut pas que tu aies d'enfant, la plupart du temps, les personnes ne remettent pas ça en question. Sexisme, eugénisme, comme l'handimaternité est un impensé total, l'accompagnement médical des femmes handicapées laisse lui aussi fortement à désirer. Déjà, comme dans les autres pans de la société, le système de santé est validiste. Dans les maternités, c'est rare que le matériel de soins soit adapté, les consultations gynécologiques sont souvent trop courtes pour être réalisées dans de bonnes conditions et les professionnels manquent souvent de formation. Alors, ils sont très très mal formés à nos maladies et en plus ils sont pas au courant des études qui sortent. C'est-à-dire que moi j'étais allée chercher des études sur les grossesses de personnes à hémapathologie et elles étaient toutes hyper rassurantes. Et sauf que les médecins clairement ils n'avaient pas lu ces études parce que ce qu'ils disaient c'était vraiment hyper dramatique. Tu deviens expert même de ta pathologie parce que tu te rends compte que les gens ils connaissent parfois rien et te soignent mal. T'en viens à essayer d'expliquer à ton soignant des choses, sauf que comme on a aussi aujourd'hui en France mis les médecins sur un tel piédestal qu'ils ont énormément de mal à se voir leur dire « je crois que t'as pas compris, je vais t'expliquer un truc, ah non ça tu peux pas le faire ». Et tout ça, ça peut avoir pour conséquence d'éloigner les femmes handicapées du milieu médical alors même qu'elles en ont besoin. En 2015, selon l'INSEE, seulement 30% d'entre elles avaient recours aux soins gynécologiques contre 49% dans la population générale. C'est pour répondre à cette situation que le programme Handigynéco a été lancé en 2016 afin de mieux accompagner les femmes en situation de handicap. Manque de formation, difficulté d'accès aux soins, le milieu médical peut aussi être un lieu où s'exercent de nombreuses violences. Qu'on soit femme, qu'on soit handicapée, qu'on soit grosse, qu'on soit noire, etc. Ça se cumule. Et donc, effectivement, t'es femme et t'es handicapée, tu vas subir cette oppression de manière extrêmement forte. On va penser que je suis inconsciente de vouloir avoir un enfant. On va penser que je me suis pas renseignée, que je fais des choses vraiment à l'arrache. Violence psychologique, mais aussi physique. Il y a cette idée que peut-être notre corps nous appartient encore moins finalement qu'à une personne valide et que finalement il est tellement défaillant qu'on peut le maltraiter davantage. Mais moi, voilà, j'ai vécu une échographie donc avec une onde vaginale où le manipulateur a commencé avec la sonde à l'intérieur de moi, à bouger mes jambes dans tous les sens parce qu'il n'arrivait pas à voir ce qu'il voulait. Il m'a vraiment manipulée comme un sac à patates. En tant que personne handicapée, on est tellement habitué qu'en plus, on n'ose pas dire grand-chose. Et moi, je dissocie totalement, en fait. Dans ce genre de cas, je suis juste en dehors de mon corps et j'attends que ça se passe, quoi. Je fais partie d'un groupe de parole sur le soin justement avec d'autres personnes handies. Cette semaine, les mots qui sont sortis, c'est quand même tout le champ lexical de la guerre. J'ai l'impression d'être une guerrière quand je vais chez le médecin. J'ai l'impression de devoir me préparer comme un soldat à aller au combat. Il n'existe pas vraiment de chiffres en France sur les violences subies spécifiquement en milieu médical. Mais on peut quand même noter qu'en 2024, selon l'Observatoire des inégalités, les personnes handicapées avaient un risque de subir des violences plus de 2 fois supérieur à celui des personnes valides. Ce que ce sujet questionne, en plus du sexisme, du validisme, de l'accès à l'information et aux soins, c'est aussi la façon dont sont accueillies les formes de parentalité différentes. Est-ce que j'ai 2 mamans ou 2 papas? Est-ce que j'ai juste une maman ou juste un papa? Est-ce que mon parent c'est une personne trans ou non? Ou une personne handi ou j'en sais rien? En fait, le problème, il est presque jamais là. Le problème, il est souvent, qu'est-ce que la société, elle fait de ça? Qu'est-ce que la société, elle fait à mon enfant quand il est l'enfant de ces parents-là? Et comment est-ce que les discriminations qu'on fait subir à des personnes concernées se répercutent sur leurs enfants, finalement? Mais ce n'est qu'en multipliant les représentations du handicap et de l'handimaternité que les mentalités pourront vraiment évoluer. T'as déjà vu un film avec une femme handicapée enceinte? Jamais de ma vie j'ai vu ça, jamais. Moi, j'adorerais, dans un livre pour enfants, par exemple, voir à la sortie de l'école des parents handicapés. Sans forcément qu'ils aient un rôle particulier dans le livre, mais juste se dire, ok, ah tiens, ça existe. Pour moi, il y a vraiment ce truc de changer les représentations pour pouvoir se projeter en tant que personne handicapée, mais aussi pour pouvoir se projeter simplement en tant que citoyen, citoyenne, et se dire, ah ben oui, tiens, je vais pas forcément être contre, a priori, la parentalité d'une personne dont je connais pas les désirs, les capacités. Et les réseaux sociaux permettent aussi aux mamans handicapées de faire entendre leur voix. C'est trop bien de suivre des influenceuses américaines parce que comme les pays anglo-saxons sont beaucoup plus avancés que nous, moi ces meufs, c'est genre mes objectifs de vie, quoi. Enfin vraiment, c'est mes modèles, je les kiffe trop. Et du coup, je suis une influenceuse paraplégique qui a eu un enfant
il y a 4-5 ans et qui a documenté toute sa grossesse sur les réseaux, tu vois, même sans en faire un documentaire. En fait, juste, elle mettait des stories, elle racontait ses rendez-vous médicaux et tout, comment ça se passait. Et en fait, elle a fait tout un récit de son accouchement qui, malheureusement, s'est pas hyper bien passé. Et moi, je me rappelle que le jour où son bébé il est né, j'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps, comme si c'était mon enfant. Enfin, et vraiment, j'étais en mode, c'est la première fois de ma vie que j'ai accès à ce truc-là, à cette information, que je peux me projeter, que je peux voir comment est-ce que je vais l'envisager. Et c'était hyper précieux, quoi. En France aussi, de plus en plus de mamans partagent leur quotidien, leurs galères et astuces. Et il y a plein d'autres façons de faire avancer les choses. Pour Chiara, c'est à travers son podcast Compassion. Moi, je sais que je vais continuer à lutter contre le validisme avec Compassion, que je vais continuer à donner la parole à des personnes concernées parce qu'on n'est que 1% dans tous médias confondus à être entendus, vus. J'ai grandi comme ça en découvrant petit à petit que mon quotidien, que mon corps, que mes façons d'être dans la société étaient dévalorisées en fait. Je vais continuer de m'investir dans mes collectifs militants pour mener des actions, pour éveiller entre guillemets les consciences. Après, plus que ça, moi je j'ai pas envie de rentrer à l'hémicycle, j'ai pas envie de devenir ministre ou j'en sais rien, déjà je pourrais pas je pense, mais j'en ai même pas envie et je pense que c'est le rôle d'autres personnes, Andy, qui peut-être auront fait les études pour, qui auront la vocation aussi et qui auront envie de le faire et qui elles, du coup, avec des connaissances à la base, pourront proposer des solutions concrètes. Et de son côté, c'est via son livre Une grossesse ordinaire, paru en 2025, que Souchina partage son histoire. J'ai trouvé ça super parce que effectivement j'ai eu plein de témoignages, des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit moi j'ai vécu la même chose, moi j'ai eu des difficultés, ou alors tiens moi j'avais envie de devenir père ou mère, et ce que t'écris ça me donne confiance. Et du coup je trouve ça génial. Alors d'un côté tu vois quand les gens vivent des difficultés, je me dis c'est triste mais au moins on n'est pas seul. Et quand les gens se disent je me reconnais dans ce que t'écris et ça me donne envie de mener une grossesse, je trouve ça assez génial. Alors finalement, l'enjeu n'est pas de savoir si les femmes handicapées peuvent devenir mères, mais bien si la société est prête à leur en donner les moyens.